Or, tandis que les dieux et les guerriers casqués dormaient toute la nuit, Zeus échappait aux douceurs du sommeil. En son cœur, il cherchait un moyen d'honorer Achille et de faire périr maints Achéens près de leur nef. Le parti qu'en son âme il trouva le meilleur, ce fut d'envoyer le songe céleste funeste auprès d'Agamemnon. Il l'appela donc et lui dit ces paroles zélées. « Descends, songe funeste, aux fines nefs des Achéens. Entre dans la baraque de l'Atride Agamemnon et dis-lui tout exactement ainsi que je l'ordonne. Enjoins-lui d'équiper les Achéens aux longs cheveux et sans retard. Il va pouvoir prendre la vaste ville des Troyens, car les immortels qui vivent sur l'Olympe ne sont plus divisés entre eux. Ils se sont tous rendus aux prières des rats, et le deuil guette les Troyens. » Le songe, à ces mots, s'en alla, sitôt l'ordre entendu. Bien vite il arriva aux fines nefs des Achéens. Il s'approcha du fils d'Atrée et le trouva dormant dans sa baraque où le sommeil divin l'enveloppait. Il se mit sur son front, sous les traits du fils de Nélée, du vieux Nestor, qu'Agamemnon entre tous estimait. C'est sous ces traits que le songe céleste lui parla. « Quoi ? Tu dors, fils du brave dompteur de chevaux Atrée ? Dormir toute la nuit si est mal quand on est du conseil, qu'on a tant d'hommes sous sa garde et tant de soins divers. Hâte-toi donc de m'écouter, Zeus me dépêche ici, car il s'alarme fort là-haut, et a pitié de toi. Il t'enjoint d'équiper les Achéens aux longs cheveux et sans retard. Tu vas pouvoir prendre la vaste ville des Troyens, car les immortels qui vivent sur l'Olympe ne sont plus divisés entre eux. Ils se sont tous rendus aux prières des rats et le deuil guette les Troyens. Zeus le veut. Mets-toi bien la chose en tête et garde-toi de l'oublier lorsque le doux sommeil t'aura quitté. » À ces mots, il se retira et le laissa tout seul réfléchir en lui-même à ce qui jamais ne serait. Il croyait bien prendre en ce jour la ville de Priam, le pauvre fou. Il ignorait les vrais desseins de Zeus et le surcroît de peines et de maux qu'il réservait aux Troyens et aux Danaens dans leur rude mêlée. Il s'éveilla, enveloppé de cette voix divine. Se dressant sur sa couche, il mit une tunique fine, très belle et toute neuve, et se couvrit d'un grand manteau. À ses pieds reluisants, il fixa de belles sandales et jeta son épée à clous d'argent sur son épaule. Puis, s'emparant du sceptre inaltérable de ses pairs, il marcha vers les nefs des Achéens vêtus de bronze. À l'heure où la divine aurore gravissait l'Olympe pour annoncer le jour à Zeus ainsi qu'aux autres dieux, l'Atride commanda aux héros à la voix sonore d'appeler au débat les Achéens aux longs cheveux. À cet appel, ceux-ci se rassemblèrent sans retard. Il tint d'abord conseil avec les vieillards au grand cœur près du navire de Nestor, le roi né à Pylos, et combina en leur présence un habile dessein. « Amis, écoutez-moi. Le songe céleste est venu me visiter dans la nuit sainte. On eût dit le divin Nestor, il en avait les traits, la taille et le port. Il s'est arrêté sur mon front et m'a parlé ainsi.
Quoi, tu dors, fils du brave dompteur de chevaux attrés, dormir toute la nuit si est mal quand on est du conseil, qu'on a tant d'hommes sous sa garde et tant de soins divers. Hâte-toi donc de m'écouter, Zeus me dépêche ici, car il s'alarme fort là-haut et a pitié de toi. Il t'enjoint d'équiper les Achéens aux longs cheveux et sans retard, tu vas pouvoir prendre la vaste ville des Troyens, car les immortels qui vivent sur l'Olympe ne sont plus divisés entre eux, ils se sont tous rendus aux prières des rats et le deuil guette les Troyens. Zeus le veut, mets-toi bien la chose en tête. Au même instant, il s'enfuit en un coup d'aile, et le doux sommeil me quitta. Eh bien, voyons à équiper les fils des Achéens. J'userai de mon droit pour tâter le terrain d'abord, et je leur enjoindrai de fuir en pesant sur les rames. Que chacun parmi vous trouve des mots qui les retiennent. Ayant ainsi parlé, il se rassit. Lors se leva le roi Nestor, le souverain de la Pylos des sables. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit: Guides et conseillers des Danaens, ô mes amis, si quelque autre Achéen nous avait rapporté ce songe, nous dirions: c'est un piège, et nous n'en ferions aucun cas. Mais celui qui l'a vu se flatte d'être le plus grand. Eh bien, voyons à équiper les fils des Achéens. À ces mots, il se retira le premier du conseil. Les rois porteurs de sceptres allèrent donc exécuter l'ordre du pasteur des guerriers, et chacun d'accourir. De même que l'on voit des tribus compactes d'abeilles sortir d'un antre creux à flots toujours renouvelés et grappes immenses voltiger sur les fleurs printanières, tandis que d'autres par centaines volent çà et là, de même, sortant par tribus des nefs et des baraques, ils vinrent se masser le long du rivage profond pour y délibérer. Au milieu d'eux, hâtant leur marche, Ossa, messagère de Zeus, flambait. Tous accoururent. Le cercle était houleux. Le sol, sous le poids des guerriers, gémissait. 9 héros, dans le tumulte grandissant, essayaient de les contenir, leur criant de se taire, afin que l'on pût écouter les rois issus de Zeus. Les gens finirent par s'asseoir et restèrent en place. Tout cri cessant. Lors se leva le roi Agamemnon, tenant en main son sceptre, fruit du labeur d'Héphaïstos. C'est lui qui en fit don à Sire Zeus, fils de Cronos. Zeus, à son tour, l'offrit au messager, tueur d'Argus. Sire Hermès le donna ensuite au cavalier Pélops, et Pélops le remit au gardien de son peuple, Atrée. Atrée, en mourant, le laissa à l'opulent Thyeste, et ce dernier le mit entre les mains d'Agamemnon pour qu'il régnât sur l'Argolide et ses nombreuses îles. Appuyé sur ce sceptre, il s'adressa aux gens d'Argos. Chers héros danaens, fidèles serviteurs d'Arès, Zeus m'a pris sans pitié au filet d'un pesant désastre, le cruel. Il m'avait un jour promis et garanti que je repartirais sitôt raser les murs de Troie. Quel piège affreux! Voici qu'après avoir perdu tant d'hommes, je reçois l'ordre de rentrer sans gloire dans Argos. Tel doit être le bon plaisir de Zeus le Tout-Puissant, qui a déjà découronné de nombreuses cités et le fera encore, car son pouvoir est sans limite. Ah, quelle honte pour nos descendants, lorsqu'on dira que tant de braves Achéens ont passé tout leur temps à mener inutilement la guerre et la bataille contre plus faibles qu'eux, sans qu'on en voie encore la fin.
supposez que nous voulions tous, Achéens et Troyens, profiter d'une trêve pour nous compter entre nous, en rassemblant ceux des Troyens qui vivent en ces lieux, et nous en nous groupant tant que nous sommes par dizaines, et que dans chaque groupe, un Troyen nous présente à boire, on verrait plus d'une dizaine manquer des chansons. C'est dire si les Achéens l'emportent par le nombre sur les Troyens qui vivent dans ces murs. Mais de partout, leur sont venus des alliés porteurs de longues piques qui me rejettent loin du but sans me donner loisir de piller Ilion, la ville aux solides remparts. Voici déjà passé pour nous 9 ans du puissant Zeus. Le bois de nos nefs est pourri, les câbles se relâchent. Et cependant, quand nos foyers, nos femmes se morfondent auprès de nos jeunes enfants, nous attendons toujours la fin de ces combats qui nous ont menés jusqu'ici. Eh bien, que tout le monde suive l'ordre que je donne. Fuyons avec nos nefs vers les rivages de nos pères, puisque nous ne pourrons jamais prendre la vaste Troie. À ces mots, il émut au fond de toutes les poitrines le cœur de ceux qui n'avaient point assisté au conseil. Le cercle s'agita comme on voit sur la mer d'Icare rouler de grosses vagues quand l'Euros et le Notos s'élancent des nuages du grand Zeus pour l'ébranler, ou comme le Zéphyr soufflant sur la haute moisson et dont le vol impétueux fait ployer les épis. Le cercle s'agita de même, et dans un grand tumulte, tous se ruèrent vers les nefs, soulevant sous leurs pieds des masses de poussière et s'exhortant de proche en proche à tirer de leurs mains les vaisseaux à la mer divine, déjà criant jusques au ciel leur désir de retour. Ils curaient les chenaux et faisaient tomber les accords. Les gens d'Argos seraient donc rentrés chez eux avant l'heure. Si Héra n'eût alors parlé ainsi à Athéna. Et quoi, fille de Zeus, qui tient l'égide à Tritonée? Les Argiens vont-ils donc s'enfuir ainsi jusque chez eux, dans leur patrie, en traversant le large dos des mers, laissant comme trophée à Priam et à ses Troyens Hélène, cette Argienne pour qui tant de Danaens ont péri en Troade, loin des rives de leur père? Va de ce pas au camp des Achéens vêtus de bronze. Use de ta douceur pour retenir chaque guerrier. N'en laisse aucun mettre à la mer les nefs à double galbe. Lors, Athéna, la déesse aux yeux pères, lui obéit et s'élança d'un bond des hautes cimes de l'Olympe. Bien vite, elle gagna les nefs des Achéens. Elle y trouva Ulysse, égal à Zeus par la prudence, debout, se garda bien de toucher à sa noire nef au bon tillac, car il avait le cœur et l'âme en peine. Lors, s'approchant de lui, Athéna, aux yeux pères, lui dit : « Divin rejeton de Laërte, industrieux Ulysse, c'est donc pour fuir chez vous vers les rivages de vos pères que vous vous jetez tous ainsi sur vos grandes galères, laissant comme trophée à Priam et à ses Troyens Hélène, cette Argienne pour qui tant de Danaens ont péri en Troade, loin des rives de leur père. Va sans retard,
au camp des Achéens vêtus de bronze. Use de ta douceur pour retenir chaque guerrier. N'en laisse aucun. Mettre à la mer les nefs à double galbe. Ulysse, à ces mots, reconnut la voix de la déesse. Il courut donc et jeta son manteau que ramassa le héros qui le sut partout, Eurybates d'Ithaque. Il alla de ce pas trouver l'Atride Agamemnon, qui lui remit le sceptre inaltérable de ses pères, puis rejoignit les nefs des Achéens vêtus de bronze. Rencontrait-il un roi ou un héros couvert de gloire, il l'abordait, usant de douceur pour le retenir. « Ah, pauvre fou, c'est bien toi de trembler comme un lâche. Tiens-toi tranquille et fais asseoir le reste de tes gens. Tu ne sais pas vraiment ce que l'Atride se propose. Pour l'instant, il vous sonde, mais bientôt il vous battra. Nous n'étions pas tous au conseil à l'entendre parler. Dans son courroux, je crains qu'il ne s'en prenne aux Achéens. Les rois issus de Zeus ont des colères redoutables, et lui, c'est Zeus prudent qui l'aime et qui le tient en estime. » Surprenait-il quelqu'un du peuple à pousser de hauts cris? Il le frappait d'un coup de sceptre et le tensait ainsi. « Ah, pauvre fou, reste tranquille et écoute les autres. Il va le mieux que toi, qui n'es qu'un lâche et qu'un poltron. Jamais tu n'as compté ni au conseil ni à la guerre. Les Achéens ne peuvent tous régner ici en maîtres. Il n'est pas bon qu'il y ait trop de chefs, qu'un seul commande, qu'un seul soit roi, celui que le fils de Cronos le fourbe a doté du sceptre et des lois pour qu'il règne sur tous. » Tel un bon chef, il apaisa l'armée. Alors, quittant nefs et baraquements, ils refluèrent à grand bruit. C'est ainsi que mugit la mer lorsque les flots bruyants grondent sur une grève immense et font tonner le large. On alla donc s'asseoir et l'on finit par se ranger. Thersites seul continuait à brailler comme un fou. Son cœur était rempli de 1000 mots inconvenants, et pour chercher querelle au roi à tort et à travers, tout était bon, pourvu qu'il fît rire les gens d'Argos. Jamais homme plus laid ne vint sous les remparts de Troie. Brancoche et boiteux d'une jambe, il avait les épaules qui lui rentraient dans la poitrine, et couronnant le tout, un crâne en pointe où quelques poils à peine s'étalaient. Il était détesté surtout d'Achille et d'Ulysse, qu'il querellait sans fin. Mais cette fois, ce fut l'Atride qu'il dauba de sa voix perçante, car les Achéens, le cœur plein de dépit, lui en voulaient terriblement. Il prit donc Agamemnon à partie et s'écria: « De quoi te plains-tu, fils d'Atrée, que veux-tu encore? Dans tes baraques, tu as plein de bronze et tout un lot de femmes que nous autres Achéens nous te laissons d'office chaque fois qu'un bourg nous tombe dans les mains. Te faut-il encore l'or des Troyens, dompteurs de cavale, qui viendrait d'Ilion afin de racheter son fils pris et lié par moi ou par tel autre d'entre nous? Ou bien quelque captive bonne à mettre dans ton lit et que tu garderais pour toi? Non, il n'est pas séant qu'un chef plonge dans le malheur les fils des Achéens. Ah, poltron, cœur pourri, vous n'êtes que des femelettes. Rentrons chez nous avec nos nefs et laissons-les ici en Troade cuver sa part d'honneur. Il verra bien si nous sommes ou non de quelque utilité pour lui, car il vient d'offenser Achille, un guerrier de beaucoup plus fort que lui, en lui prenant la part qui était sienne. Achille est vraiment sans rancune et a le cœur trop bon. Sinon, cette insolence, Atride, eût été la dernière. »
tel Thersites insultait Agamemnon, le pasteur d'hommes. Mais déjà près de lui se dressait le divin Ulysse. Le fixant d'un œil torve, il lui lança cette semence. Thersites, ô crieur d'agora, ô grand diseur de rien, cesse de vouloir à toi seul en remontrer au roi. J'affirme qu'ici, il n'en est point de plus lâche que toi parmi tous ceux que l'Atride a menés sous Ilion. Tu ferais bien de parler un peu moins souvent des rois, de moins les insulter, de moins parler de retour. Nous savons mal encore comment les choses finiront et si nous rentrerons chez nous heureux ou malheureux. Aujourd'hui, c'est l'Atride Agamemnon, le pasteur d'hommes, que tu insultes, pour les riches présents que lui donnent les héros d'Anaïm. Et tu discours et tu persifles. Eh bien, je te le dis, et c'est ce qui s'accomplira. Si je te trouve encore à faire l'idiot comme ici, que la tête d'Ulysse ne soit plus sur ses épaules, que je ne sois plus appelé père de Télémaque, si de mes mains je ne t'enlève tous tes vêtements, manteaux, tuniques et ce qui couvre ta virilité, et ne te jette point loin d'ici pour te laisser pleurer devant les fines nefs, honteusement rouées de coups. À ces mots, de son sceptre, il frappa Thersites à la nuque et aux épaules. L'autre se courba, les yeux en larmes. Au choc du sceptre d'or, une tumeur sanguinolente se gonfla dans son dos. Saisi d'effroi, il se rassit, et l'œil stupide de douleur, il essuya ses larmes. Tout chagrin qu'ils étaient, les hommes riaient de plaisir, et chacun disait en jetant les yeux sur son voisin: Grand Dieu, souvent déjà Ulysse a fait d'utiles choses en ouvrant de sages avis et en armant la guerre. Mais voilà bien ce qu'il a fait de mieux devant nous. Il a cloué le bec à ce grand décocheur d'insultes, et ce n'est pas demain qu'il reviendra le cœur altier chercher querelle au roi avec des mots injurieux. Comme il parlait ainsi, Ulysse, le preneur de ville, se leva, sceptre en main, tandis qu'Athéna, aux yeux pères, sous les traits d'un héros, réclamait partout le silence, pour que, des premiers aux derniers, les fils des Achéens puissent entendre son discours et peser ses conseils. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit: Seigneur Atride, en ce moment, les fils des Achéens ne songent qu'à te bafouer aux yeux de tous les hommes. C'en est fini pour eux de la promesse qu'ils te firent quand ils quittèrent ces lieux d'Argos, riches en cavales, de ne rentrer chez eux qu'après la chute d'Ilion. Voilà que tout pareil à des enfants ou à des veuves, ils ne font que gémir entre eux et pleurer de retour. Bien sûr, quand on est mal en point, on rêve de rentrer. C'est ainsi que celui qui reste un mois loin de sa femme enrage sur sa nef robuste, en se voyant bloqué par les bourrasques de l'hiver et la mer déchaînée. Mais nous, voilà bientôt 9 ans pleinement révolus que nous sommes ici. Je comprends les Achéens en rage près des fines nefs, mais pensez à la honte d'attendre si longtemps pour s'en retourner les mains vides. Courage, amis, restons encore un peu le temps de voir si Calchas est un vrai divin ou s'il nous a menti. Un fait nous est connu et vous pouvez en témoigner, vous tous, que les déesses du trépas n'ont point ravi. C'était hier. Les Achéens avaient rejoint Ulysse avec leurs nefs pour écraser Priam et les Troyens. Groupés autour d'une fontaine près des saints autels, nous offrions aux dieux d'en haut de pures hécatombes au pied d'un beau platane où coulait une onde limpide, quand nous vîmes, prodige affreux, un serpent d'eau cuivrée, terrible, suscité par le dieu même de l'Olympe, s'est lancé de dessous l'autel d'un bond vers le platane. Or, il y avait là de petits passereaux tout jeunes, juchés sur la plus haute branche et blottis sous les feuilles. 8 petits,
9 avec la mère dont ils étaient nés. Le serpent les dévora tous, malgré leurs cris plaintifs. La mère, autour de lui, volait, pleurant sa couvée. D'un bond, il la saisit par l'aile toute piaillante. Mais à peine avaient-ils mangé les petits et leur mère, que le Dieu qui le fit apparaître, à nos yeux, le cacha. Le fils du perfide Cronos l'avait changé en pierre. Nous regardions la scène sans bouger, nous demandant pourquoi ce monstre affreux troublait nos saintes hécatombes. Mais aussitôt Calchas, au nom du ciel, nous déclara: Qu'avez-vous à rester muets, Achéens chevelus? Zeus prudent nous envoie ici un présage éclatant, tardif et d'un effet lointain, mais à jamais fameux. Comme le monstre a dévoré les petits et leur mère, 8 petits, 9 avec la mère dont ils étaient nés, de même nous ferons la guerre un nombre égal d'années. Et la 10e, nous prendrons la ville aux larges rues. Voilà ce qu'il disait, et tout s'achève en ce moment. Restez donc tous ici, Achéens aux belles jambières, jusqu'au jour où nous raserons la cité de Priam. Lors, les Argiens poussèrent de grands cris, comme les flots que le Notos vient projeter au pied d'une falaise, promontoire rocheux incessamment battu des flots, quel que soit le côté du ciel d'où arrive le vent. Tous debout, ils coururent s'égayer parmi les nefs, allumèrent des feux dans leurs baraques, puis mangèrent. Chacun sacrifia à l'un des dieux toujours vivants, pour détourner de soi la mort et les fureurs d'Arès. De son côté, Agamemnon, protecteur de son peuple, offrit un bœuf gras de 5 ans au tout-puissant Chronide. Il invita les anciens, fleurs des Panachéens, Nestor en premier lieu, suivi du roi Idoménée. Après cela, les 2 Ajax et le fils de Tidée, et en 6e, Ulysse, égal à Zeus par la prudence. Ménélas, à la voix sonore, arriva de lui-même, car son cœur connaissait toutes les peines de son frère. Groupés autour du bœuf, ils prirent chacun les grains d'orge, et le puissant Agamemnon pria pour tous et dit: Illustre et noble Zeus, nuageux prince de l'éther, ne laisse pas le soleil se coucher, l'ombre venir, que je n'ai abattu d'abord la face calcinée du palais de Priam, livré sa porte au feu vorace, brisé et percé de mon fer la tunique d'Hector sur sa poitrine, et vu, à ses côtés, maints compagnons rouler dans la poussière et de leurs dents mordre la terre. Il dit, mais le Chronide refusa de l'exaucer. S'il reçut son offrande, il n'en accrut pas moins sa peine. Quand la prière fut finie et l'orge répandue, on releva les mufles, on égorgea, on dépeça, on trancha les cuisseaux, on les couvrit sur chaque face de graisse et l'on mit par-dessus les morceaux de chair crue. Ensuite, on les brûla sur des éclats de bois sans feuilles et l'on tint au-dessus du feu la fraissure embrochée. Les cuisseaux, une fois brûlés, on mangea la fraissure. Le reste fut coupé menu, enfilé sur les broches, et dès que tout fut bien rôti, on l'enleva du feu. Ce travail achevé et le repas une fois prêt, on mangea, et chacun eut part égale à ce festin. Aussitôt que l'on eut chassé la soif et l'appétit, Nestor, le vieux meneur de chars, prit la parole et dit: Illustre Atride, Agamemnon, protecteur de ton peuple, arrêtons là ces beaux discours et ne remettons point à plus tard l'entreprise que le ciel nous vient offrir. Or ça que les héros appellent au rassemblement, les Achéens vêtus de bronze en courant par les nerfs, et nous, allons ainsi en groupe
par le vaste camp des Achéens, réveillé au plus tôt l'ardent Arès. L'Atride, gardien de son peuple, à ces mots acquiesça. Bien vite, il ordonna aux héros, à la voix sonore, d'appeler au combat les Achéens aux longs cheveux. À cet appel, ceux-ci se rassemblèrent sans retard. Les rois, issus de Zeus, groupés autour du fils d'Astrée, couraient former les rangs, suivis d'Athéna aux yeux perses, tenant la précieuse égide, inaltérable et pure, d'où pendillaient 100 franges merveilleusement tressées tout en or fin, et dont chacune valait bien 100 bœufs. Ainsi, partout présentes, elles volaient de l'un à l'autre pour stimuler leurs pas et faire éclore en chaque cœur la force de lutter et de combattre sans répit. Et aussitôt ils trouvaient plus de douceur à se battre qu'à rentrer sur leur creuse nef aux rives de leur père. Quand le feu destructeur embrase une forêt immense à la cime d'un mont, sa clarté se fait voir au loin. De même, tandis qu'il marchait, l'éclat brillant du bronze étincelant montait au ciel en traversant les terres. Comme l'on voit par groupes denses des oiseaux ailés, courlis, canards sauvages, cygnes parés d'un long cou, dans les prés d'Acias, sur les deux rives du Caïstre, voler de ci de là en battant fièrement des ailes et se poser avec des cris dont les prés retentissent. Tels, sortant des baraques et des nefs en troupes denses, ils sillonnaient la plaine du Scamandre, et un bruit sourd montait du sol sous les pas des guerriers et des chevaux. Ils s'arrêtèrent dans les prés tout fleuris du Scamandre, innombrables, comme au printemps le sont feuilles et fleurs. Tel un essaim de mouches que l'on voit, par troupes denses, voler de ci de là à travers une bergerie. Dans les jours du printemps, lorsque le lait remplit les vases, ainsi, face aux Troyens, les Achéens aux longs cheveux s'installaient dans la plaine, impatients de les détruire. Comme les chevriers ont vite fait de séparer les grands troupeaux de chèvres confondus dans le pacage, ainsi les chefs, de place en place, rangeaient leurs guerriers pour le combat, escortés du puissant Agamemnon. On eût dit Zeus tonnant pour le regard et pour le front, Arès pour la stature et Poséidon pour la poitrine, tel le taureau qui de très loin dépasse tous les bœufs du troupeau et l'emporte sur les vaches rassemblées. De même, grâce à Zeus, on voyait l'Atride en ce jour se détacher du nombre et primer entre les héros. Dites-moi maintenant, muse qui vivez sur l'Olympe, car vous êtes déesse, vous voyez et savez tout. Et nous n'entendons qu'un bruit et nous ne savons rien. Ce que les Danéens avaient pour guide et pour chef, la foule je ne puis en faire état ni la nommer. Quand même je posséderai 10 langues et 10 bouches, une voix incassable, un cœur de bronze en ma poitrine, à moins que les muses du ciel, filles du porte-égide, ne me rappellent ceux qui vinrent sous les murs de Troie. Mais je dirais les commandants et le total des nefs. Les Locriens suivaient le prompt Ajax, fils d'Oïlée, moins grand que ne l'était Ajax, le fils de Télamon, et même bien moins grand. Petit, mais cuirassé de lin, il frappait mieux que tous les Achéens et Pantélène. C'étaient les gens de Sinos, d'Oponte et de Calliar, de Bessa, de Scarphée, ainsi que de l'aimable Augée, de Tarphos et de Tronios sur les bords du Boagre. Il était arrivé avec 40 noirs vaisseaux, en voie des Locriens qui font face à la sainte Eubée. D'Eubée étaient venus les fiers Abantes, c'étaient ceux de Calchis, d'Érétrie et des vignobles distillés, de Cérinthe sur mer et de Dion, la cité haute, et les gens de Cariste et ceux de la ville de Styrès. Ceux-là avaient pour chef le valeureux Éléphénor, issu de Chalcodon
et chef des généreux Abantes. C'est lui qui conduisait ces prompts guerriers aux cheveux rares, qui ne songeaient qu'à transpercer de leurs lances tendues les côtes dont leurs ennemis se couvrent la poitrine. Il était arrivé avec 40 noirs vaisseaux. Ensuite venaient ceux de la belle cité d'Athènes, peuple du vaillant Érythée, enfanté par la glèbe féconde, et qu'Athéna, fille de Zeus, nourrit jadis avant de l'établir en son beau temple dans l'Athènes. C'est en ce lieu que tous les ans, les jeunes Athéniens lui offrent des taureaux et des béliers en sacrifice. Leur chef était ce Ménesthée, issu de Pétéos, qui n'a point trouvé son égal encore sur cette terre pour disposer les chars et les porteurs de boucliers. Nestor seul le battait, car il était plus vieux que lui. Il était arrivé avec 50 noirs vaisseaux. De Salamine, Ajax avait amené 12 nefs et les avait fait mettre auprès des bataillons d'Athènes. Puis venaient ceux d'Argos et de Tyrinthe au bon rempart, d'Hermione et d'Acinée, dominant leurs profondes rades, des Ionès, de Trézène et des vignobles d'Épidore, et les fils d'Achéen, maîtres d'Égine et de Mazès. Ils avaient à leur tête Diomède au cri sonore, ainsi que Sténélos, le fils du fameux Capané. Et en troisième, Euryale, ce mortel semblable au dieu qu'engendra le roi Mésistée, issu de Talaos. Mais Diomède au cri sonore était le chef suprême. Il était arrivé avec 80 noirs vaisseaux. Puis venaient les gens de la belle cité de Mycène, de la riche Corinthe et de la superbe Cléonès, ceux de l'aimable Aréthyrée, ainsi que ceux d'Ornée et de Sicyone, dont Adraste fut le premier roi, les gens d'Hyperésie et de la haute Gonoès, et puis ceux de Pélène et des campagnes d'Égion, de tout le pays d'Égial et de la vaste Hélice. Le grand Atride Agamemnon commandait leurs 100 nefs. C'est lui qui dirigeait les gens de loin les plus nombreux et les plus forts. Sous son habit de bronze étincelant, il éclatait d'orgueil et surpassait tous les héros par sa bravoure et le grand nombre d'hommes qu'il menait. Lors, les Argiens poussèrent de grands cris, comme les flots que le Notos vient projeter au pied d'une falaise. Puis les gens de Lacédémone aux profondes vallées de Pharis et de Sparte et de Mécée, riches en colombes, ainsi que les gens de Brycée et de l'aimable Augée, les habitants d'Élos sur mer, ainsi que ceux d'Amyclès, ceux de Laas enfin et de la région de Thyle. 60 nefs que commandait l'Atride Ménélas aux puissants cris de guerre. Ils s'établirent à l'écart et leur chef les suivait, se reposant sur son ardeur et les poussant vers le combat, car ils avaient à cœur de venger les égarements et les sanglots d'Hélène. Puis les habitants de Pylos et de l'aimable Arène, de Tri, où l'on passe l'Alphée et la belle Épie, les gens de Cyparéséis et ceux d'Amphigénée, de Ptéléos, d'Élos, de Dorion, où jadis les muses allèrent mettre fin au champ de Tamiris le tracé. Comme ils s'en revenaient de chez Euryte de Cali, Comme il s'en revenait de chez Euryte de Cali, il se glorifia tout haut de vaincre par ses chants les muses mêmes, ces enfants de Zeus le porte-égide. Dans leur courroux, elles le mutilèrent, lui ravirent le don du chant, et l'art de la cithare lui passa. Cela obéissait au vieux meneur de chars Nestor. Il avait mis en ligne 90 creuses nefs. Ulysse conduisait les céphalènes magnanimes
les gens d'Ithaque et du Nérite au feuillage mouvant, et ceux de Crocylée et de la roche Égylypse, et les gens de Sacynthe et ceux qui vivent dans Samos, et ceux du continent et ceux des rives opposées. Leur chef était Ulysse, égal à Zeus par la pensée. Il commandait 12 vaisseaux aux flancs vermillonnés. Les Crétois, eux, suivaient le valeureux Idoménée. C'étaient les gens de Cnos et de Gortine aux bancs remparts de Lycte, de Milée et de la crayeuse Lycaste, de Phaistos et de Rhition, ville des mieux peuplées, et bien d'autres encore venus de la Crète aux 100 villes. Tous ces gens-là suivaient le valeureux Idoménée et Mérion, émules des Nials meurtriers. Ils étaient arrivés avec 83 vaisseaux. De Rhodes, Télpolème, l'Héraclide noble et grand était venu avec 9 nefs de farouches Rhodiens. C'étaient les 3 groupes de ceux qui, dans l'île de Rhodes, habitaient l'Indos, l'Hélios et la blanche Camire. Ils avaient pour les diriger le vaillant Télpolème, Caïosqué, eux autrefois de puissants Héraclès. Il y avait aussi tous ceux de l'Argos Pélagis, et c'étaient les gens d'Alopée, d'Alos et de Trachis, et les gens de Phistie, de l'Élaïe aux belles femmes. On les appelait Myrmidon, Hélène, Achéens. Et leurs 5 nefs étaient sous les ordres d'Achille. Mais ces gens-là ne songeaient plus au douloureux combat. Ils n'avaient plus de chef pour les conduire vers les lignes, car le divin Achille était resté près de ses nefs, tout au regret de Briséis, la fille aux beaux cheveux, qu'il avait prise dans l'Irnès après qu'il eut longtemps peiné pour ravager l'Irnès et les remparts de Thèbes, et pour tuer les fiers Pycéminès et Épistrophe, issus tous deux du roi Évène, le Sépéliade. Il restait là, dolent, mais allait bientôt se lever. Ensuite, les gens de Méthone et ceux de Lomatie et ceux de Mélibée et des rocailles d'Olison. Ils avaient pour chef Philoctète, habile au tir de l'arc, et remplissaient 7 nefs qui avaient chacune à son bord 50 rameurs, tous experts au dur combat de l'arc. Leur chef souffrait cruellement et gisait dans son île, dans la sainte Lemnos, où tous ces gens l'avaient laissé, rongé par la morsure affreuse d'un serpent maudit. Il gisait là, dolent. Mais les Argiens, près de leur nef, allaient bientôt se souvenir de sire Philoctète. Pourtant, ils n'étaient pas sans chef, s'ils regrettaient le leur. Un autre les rangea, Médon, le bâtard Oïlée, que René conçut dans les bras du terrible Oïlée. Ensuite, ceux de Triché et d'Itum l'escarpé, et les gens de Cali, où règne Euryte de Cali. Ils étaient commandés par les 2 fils d'Asclépios, tous 2 habiles guérisseurs, Macaon, Podalyre. Ils avaient pour leur part aligné 30 creuses nefs. Les magnettes suivaient Protoos, fils de Tentréton. C'étaient les gens venus du Péné du Pélion, au feuillage mouvant. Guidés par le Protoos, ils étaient arrivés avec 40 noirs vaisseaux. Voilà quel chef les Danéens avaient pour les guider. Et maintenant, dis-moi, ô Muse, entre eux et leurs coursiers, quels étaient les meilleurs de ceux qui suivaient les Atrides? Les coursiers les meilleurs étaient ceux des fils de Phérès, qu'Eumèle conduisait, rapides comme les oiseaux, même robe, même âge et même hauteur pour le dos. 2 juments que le dieu à l'arc d'argent avait dressés en pierreries et qui semaient la déroute en passant. Pour les hommes,
C'était Ajax, le fils de Télamon, tant qu'Achille bouda, car le vaillant fils de Pélée le surpassait de loin avec le char qui le portait. Mais il restait oisif près de ses fières nefs marines, ruminant son courroux envers l'Atride Agamemnon, le gardien de son peuple. Et ces gens se divertissaient à lancer sur la grève disques, javelots et flèches, tandis que leurs coursiers restaient, chacun près de son char, à paître le lotus et le persil des marécages. Les chars, solidement bâchés, dormaient dans les barques, et les cochers se rangeaient qu'à leur chef chéri d'Arès, faisaient les 100 pas dans le camp et ne combattaient point. Il y avait, devant la ville, une butte escarpée, à l'écart dans la plaine et accessible de partout. Les hommes lui avaient donné le nom de Bâtier, mais les dieux disaient le tombeau de la leste Myre. C'est là que vinrent se ranger les Troyens et alliés. Les Troyens suivaient le fils de Priam, le grand Hector au casque étincelant. Autour de lui s'était massé un tas de braves, ne songeant qu'à jouer de la lance. Les Dardaniens suivaient le noble fils d'Anchise, aîné, fruit des amours d'Anchise et de la divine Aphrodite, déesse unie à un mortel sur les flancs de l'Ida. Près de lui se tenaient Archélochos et Acamas, ces deux fils d'Anthéa versés dans l'art de la bataille. Puis venaient ceux de Zélé au pied même de l'Ida, riches Troyens buvant les ondes noires de l'Essès. Ceux-là avaient pour chef le noble fils de Lycaon, Pandare, qui tenait son arc d'Apollon en personne. Puis venaient les gens d'Adestrée et du pays d'Apès, ceux de Pythie et des rocs escarpés de Théréia. Leur chef bardé de lin était Adreste et Amphios, fils de ce Mérops de Percote, qui se signala par son art prophétique et défendit à ses enfants d'affronter le cruel combat. Mais il n'en fit rien, car les déesses de la sombre mort les conduisaient. Puis venaient les gens de Percote et ceux de Practios, de Ceste et d'Abydos et de la divine Arispée. Ils suivaient Hyrtacide, Asios, commandeur de guerriers, cet Asios que de fiers coursiers à la robe de feu avaient amené d'Arisbée des bords de Séléis. Hippotoos menait les tribus de l'ancien Pélage, de ceux qui vivent dans la plantureuse Larissa. Leur chef était Hippotoos et le vaillant Pilée, issus tous deux du Pélage Léthos. Le Teumamide, Acamas et le héros Pyros menaient les Thraces, ceux que limite l'Hellespont au flot impétueux. Quand au Sicone, belliqueux, il suivait Euphémos, le fils de Trésénos, qu'engendra le divin Céas. Les Péoniens à l'arc cintré, conduits par Pyrécmès, arrivaient d'Amidon sur l'Axios aux larges rives, cet Axios qui roule à travers champs ses ondes pures. Les Paphlagoniens, eux, suivaient le vaillant Pylémène, du pays des Énètes, terre des mules sauvages. C'étaient les habitants de Cytoros et de Sésame, ceux dans le Parthénios se baignent les illustres demeures, ceux de Cromne, d'Égial et ceux de Laote et Rythmée. Odios et Hérissos conduisaient les Alisones, venus du pays d'Alybée d'où l'on tire de l'argent. Les Mysiens, eux, suivaient Chromis et le divin Énonome, mais sa science ne le sauva point du noir trépas, car il périt des coups d'Élaécide aux pieds légers, près du fleuve où par lui maint autre Troyen succomba. Les Phrygiens, eux, suivaient Phorcys et le divin Ascagne.
Ils venaient d'Ascanie et ne rêvaient que de Mélée. Les Méoniens avaient pour chef Nestlès, Antiphos, le fils de Thalémène, issu de la nymphe Gigée. Ils conduisaient les Méoniens, nés au pied de Thomlos. Les Cariens, au parler sauvage, accompagnaient Naïsté. C'étaient ceux de Milée et du mont Phtir tout feuillus, ceux du Feuve, Méandre et du Mycalée aux hautes cimes. Ils étaient sous les ordres d'Amphimaque et de Nastès. Nastès et Amphimaque, brillants fils de Nomium, dont le second marchait tout couvert d'or, comme une fille. L'insensé! Cela ne le sauva point du trépas, car il périt des coups d'Élaïcide au pied léger, près du fleuve, et cet or lui fut pris par le fier Achille. Les Lyciens, eux, suivaient Saperdon et le grand Glaucos. Ils venaient de Lycie et du Xan tourbillonnant.